Bonjour les addicts. Il y a un an, j'avais fait une tier list des saisons du Buffyverse. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais pas fait de classement de mes épisodes préférés de Buffy. Si ça te branche, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. En 20e position... Now, we can do this the hard way, or... Well, actually, there's just the hard way. Fine with me. Bienvenue à Sunnydale. Le pilote de Buffy, il a peut-être vieilli sur certains points, notamment une photo qui fait très années 90. Tout ça transpire vraiment le film de 92, qu'on a juste dégraissé de ses aspects les moins réussis. Et dans ce pilote, il y a vraiment l'essence de la série. Le travail d'équipe pour lutter contre le mal, la désacralisation partielle du décorum vampirique, horrifique, dont on est nourri depuis l'avènement du roman gothique. Le sous-texte féministe, nous avons une femme au centre qui doit lutter contre des oppositions qui sont souvent masculines, dont le maître. Une BO clairement axée rock indé, ce qui change également de la BO de rigueur dans des films, je sais pas, comme La Hammer ou Dracula de Coppola. Le cocktail Joss Whedon. Je vais pas revenir sur le comportement détestable dont ça fait preuve Whedon. Là, je me concentre vraiment sur le côté artistique. Et oui, le cocktail Whedon à base de mélange d'humour, d'action, d'émotion et de dialogue aux petits oignons. Voilà, c'était même en fait présent déjà dès le pilote non diffusé, dont j'ai parlé en vidéo. Et c'est au service d'une excellente histoire qui parvient à assembler à la fois la découverte de l'univers, une histoire individuelle et la découverte des personnages. Pour un pilote d'une série ado vampirique qui mélange des genres, le cocktail était compliqué à mettre au point, et ça a réussi. Il n'y a pas assez d'amour pour ce pilote. Alors, pour l'épisode suivant, nouvelle polémique, je vais citer un épisode que beaucoup de fans détestent. Numéro 19. No one knows what it's like. Could we go back to the haunted house because this is creeping me out? La maison hantée. Alors oui, l'épisode un peu détesté, parce que pendant cet épisode, Buffy ne fait que coucher avec Riley et laisse ses amis se friter avec la menace du jour. Je comprends la réserve, et en même temps, j'aime cet épisode aussi pour ça. Et c'est même, je trouve, une rareté. On voit le Scooby Gang capable de lutter contre une menace terrible sans l'aide de sa leader. C'est pas rien. L'épisode est symptomatique de la pensée très libérale de la série. C'est un épisode qui exalte les plaisirs de la vie, la force de la jeunesse, face aux puissances réactionnaires incarnées par la vieille dame. Ça, c'est quelque chose qui est présent, mais dès le pilote de Buffy. On a un flot de modernité qui vient détruire les aspects les plus détestables de la tradition. Elle ne détruit pas la tradition, elle l'épure. J'aime beaucoup aussi la maison hantée pour certaines scènes un peu cultes comme Giles qui chantait la guitare. Je trouve que c'est aussi un des épisodes les mieux dialogués. Réécouter les dialogues de la maison hantée, c'est une farandole de vannes qui fuse de tous les côtés. C'est très très drôle. J'aime beaucoup aussi cet épisode parce que c'est un des rares où Anya est vraiment mis en avant et vraiment dans son côté héroïque. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai beaucoup de problèmes avec Anya. Anya, c'est un personnage dont j'aime beaucoup certains aspects, le côté vanneur. Après avoir réexaminé sa relation avec Xander, je suis obligé de dire que voilà, Anya se comporte comme une abuseuse. J'ai parlé un peu de ce problème dans ma vidéo sur la saison 6 de Buffy. Le fait de la voir dans un aspect plus héroïque, ça fait du bien, ça change. Il y a un côté saveur de revanche qui me rend cet épisode encore plus sympathique. Numéro 18. I can be surrounded by people and be completely alone. It's not like any of them really know me. I don't even know if they like me half the time. Portée disparue. Je pense que, pour cette saison, Joss Whedon a été influencé par Rod Serling. Rod Serling, c'est tout simplement un des plus grands scénaristes, un des plus grands showrunners de tous les temps américains, parce que c'est le créateur de la 4ème dimension. Vous interrogez n'importe quel scénariste américain aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils vous disent « Ah, la 4ème dimension, génie, moi ça m'a influencé ». La 4ème dimension, c'est comment tu racontes une histoire en un temps très, très petit, 25-30 minutes, avec zéro budget, et comment tu laisses quand même un grand coup sur la face du spectateur. Je trouve que dans Portée disparue, Joss Whedon a vraiment rejoint l'écriture de Serling. On a un concept très 4ème dimension, l'histoire d'une fille qui, à force d'être invisibilisée par ses camarades, devient littéralement invisible, avec une chute, avec également un retournement sur ce personnage qui
aurait dû être simplement victime de son invisibilisation et qui déraille complètement, c'est bien joué de la part de Whedon, qui fait nous se questionner sur à qui on aurait dû donner notre sympathie. Et bizarrement, un peu à Cordelia. C'est l'épisode où Cordelia sort du cliché de la mean girl façon Regina George et devient quelqu'un déjà un petit peu plus respectable. Le concept qu'avait Whedon pour la saison 1, je trouve qu'il n'a pas été mieux abouti que dans Portée disparue. Numéro 17. You can't win this. Shut up! Do you think I'm afraid of you? You're nothing! Une revenante. Je vais pas vous faire mystère, Faith est un de mes personnages préférés. Qu'est-ce que j'aime quand j'ai un personnage préféré? J'ai envie qu'on l'explore en profondeur. Eh bien, une revenante, c'est exactement ça. C'est un portrait absolument dévastateur de Faith. Déjà, le premier épisode a été écrit par Douglas Petrie. Petrie, c'est tout simplement, je trouve, le scénariste de Buffy qui était le plus fort dans la psychologie. C'est toujours lui qui a écrit les épisodes sur les personnages les plus complexes, notamment Faith et Spike. Nous avons un portrait de la tueuse qu'est Faith à la dérive, qui s'embarque dans une croisade terrible, et qui, au terme du premier épisode, change de corps avec Buffy, et là, c'est encore plus terrible. Faith s'aperçoit du vide de son existence. Comment elle jalouse la vie de Buffy. Elle la jalouse à un tel point que, et ça c'est une scène très polémique, elle viole Riley et Buffy, puisqu'elle fait l'amour avec Riley en étant dans le corps de Buffy, ce qui fait que, du coup, Riley croit coucher avec Buffy, alors qu'en fait c'est pas le cas, et Faith utilise le corps de Buffy pour sa satisfaction personnelle, sans que Buffy ait donné son consentement. Et il y a cette rage et cette jalousie qu'a Faith et qui est tout le prix de cet épisode. Et on voit à la fin de l'épisode, elle est ressortie complètement endommagée de cette expérience. C'est un cocktail parfait. Numéro 16. We're gonna have to strap her down. À la dérive. Niveau transgression des codes narratifs, peu d'épisodes ont fait mieux que À la dérive. Je pourrais vous faire toute une vidéo dessus, à quel point cet épisode méta s'interroge intimement sur qu'est-ce que c'est qu'une fiction, et dans ce cas, qu'est-ce que ça dit de l'héroïne qui, elle, est dans une fiction et qui doit jouer un rôle de fiction. Ça, pour le coup, ce sont des interrogations qui sont pas forcément fréquentes dans les séries. Rick et Morty le fait pas mal, mais franchement, cet épisode nous force à repenser ce qu'est une fiction et notre rapport à la fiction. J'aime évidemment beaucoup la fin, qui nous dit en substance tant pis si la série est effectivement une fiction qui se trouve dans le cerveau d'une fille malade à l'asile, bah le plus important, pour nous en tant que spectateurs, et pour elle, c'est la fiction. On peut le résoudre avec les mondes parallèles. Ce n'est absolument pas contradictoire qu'il existe un monde où Buffy Summers est malade à l'asile, et que ce qu'elle imagine a pris réellement corps dans un monde parallèle. Et pour le coup, c'est pas une nouveauté dans les séries. Vous prenez le final de Hôpital Saint-Elsewhere, dont j'ai parlé dans ma vidéo, plein d'action, plein de drama, plein de déstabilisation. J'aime beaucoup quand une œuvre nous déstabilise, je crois que vous l'aviez compris. À la dérive, c'est un choc. Numéro 15. You think I'd let you get away with that? Think again. Rouge Passion. C'est un des épisodes les plus violents de la série. C'est tout simplement l'aboutissement de la descente dans les ténèbres qui a été la saison 6. C'est un épisode d'action, c'est un épisode d'une grande violence tant physique que psychologique, on n'en sort pas indemne. La tentative de viol de Buffy par Spike, grande scène, extrêmement dérangeante, et qui enclenche tout un nouvel arc pour Spike, l'assassinat de Tara par Warren, tellement inattendu, et où on se rend compte que c'est raccord avec la saison 6. La saison 6 nous dit basiquement, il y a pire que les monstres, il y a pire que les démons, il y a la vie elle-même. Et vous savez quoi, là où les monstres ou les démons n'ont pas réussi à tuer un personnage principal, la vie elle-même va s'en charger avec un simple flingue. L'impact le plus terrible que peut avoir la réalité, les violences sexuelles et la mort. C'est un épisode traumatisant à tous les points de vue, mais qui a du sens, qui n'est pas là juste pour faire violence, et pour ça c'est un grand épisode. Il y a évidemment la fameuse polémique du Bury Your Gaze, bon ça j'en ai parlé dans cette vidéo, je peux comprendre la polémique dessus. Je trouve quand même que 20 ans après, l'épisode n'a rien perdu de sa force dévastatrice. Numéro 14. Stop! Is she in love with you? Tell me, is she?
Run. Un amour de pleine lune. Là, on revient du côté de la pure émotion. Buffy a réussi, dans cet épisode, à gérer un triangle amoureux. Le trio Tara, Willow, Oz, il est juste déchirant. On est au plus près des trois personnages. On est au plus près de Tara, qui, lesbienne dans le placard, pensait peut-être qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un, et elle trouve finalement quelqu'un en Willow, et elle se jette dessus, parce que ça y est, c'est une occasion pour elle d'être heureuse en couple. Les espoirs fous de Oz, qui, après avoir enfin pu contrôler sa lycanthropie, croit pouvoir revenir dans les bras de Willow, et puis Willow elle-même, parce que Willow c'est pas une mauvaise personne. Willow, elle adore Tara et Oz. C'est un choix terrible, où il n'y a pas de bonne solution. C'est un choix où elle doit renoncer à quelqu'un qui l'aime vraiment et qu'elle l'aime vraiment. Et la scène où elle choisit finalement Tara, la scène où elle dit adieu à Oz, c'est une scène moi, qui me transforme en flaque d'eau. On est presque dans un côté opératique. Bien sûr, il y a également la petite histoire qui fait que, avec cet épisode, est enfin officialisée une des premières relations lesbiennes dans une œuvre ado grand public, peut-être même dans une œuvre grand public même. Je me fous un petit peu que l'histoire de kidnapping de l'épisode soit pas à la hauteur du reste. Un amour de pleine lune, ça me fout droit à chaque fois. Numéro 13. To take 7 and they might take yours. You're gonna die screaming, but you won't be heard. Un silence de mort. Pas une grande surprise. C'est un des épisodes les plus considérés de Buffy. Tout a déjà un peu été dit sur Hush. 26 minutes de silence sur un épisode de 44 minutes. C'était déjà très audacieux. Comment Whedon s'empare de cette contrainte pour faire toute une philosophie sur comment le langage verbal a ses limites et comment le langage non verbal, qui en a peu, peut faire passer beaucoup plus de choses. Là, pour le coup, il choisit un truc qui est évident pour nous, qui est l'amour. C'est le silence qui fait que Willow et Tara se trouvent. C'est le silence qui fait que Xander et Anya se mettent d'accord pour vraiment poursuivre leur relation. Bon, même si cette relation aura toujours un goût de cendre dans ma bouche. C'est un épisode qui a approfondi un peu plus la relation entre Riley et Buffy, et d'ailleurs, le silence les a tellement rapprochés que lorsque la parole revient, bizarrement, ils sont un peu comme des cons, ils savent plus quoi dire. Il y a les gentlemen, qui sont parmi les monstres les plus terrifiants qu'a jamais créé Buffy, avec la brillante réalisation de Whedon. Un silence de mort, c'est clairement un magnum opus de la série. Numéro 12. My boy Cotley here's about to wake up. You're going to hell. Save me a seat. Akatla. Des années après, je suis toujours stupéfié de l'audace de ce final. C'est un final où tout n'est que violence et échec. On s'attend à un grand duel où triompheront les forces du bien. Whedon nous donne ça, mais seulement la lettre, pas l'esprit. En esprit, c'est seulement comme on dirait dans Warhammer, the end and the death, la fin et la mort. La mort de Kendra, Willow envoyée à l'hôpital, Buffy qui doit à ce moment-là tuer Angelus, Buffy qui est expulsée de chez elle par sa mère qui ne comprend pas sa mission et qui, à la fin de l'épisode, doit quitter Sunnydale. Je suis stupéfié par la noirceur immense de ce qui est pourtant un final de saison de série ado. Angelus, c'est sans doute le méchant que je préfère dans Buffy. Il est tellement intelligent, il a tellement à peu près tout planifié. Si le Scooby Gang le vainc, ils y laissent beaucoup de plumes. Whedon ose absolument tout, y compris un certain sadisme envers le spectateur. Lorsque Buffy s'aperçoit, au moment de tuer Angelus, qu'il est redevenu Angel, enfin, c'est juste déchirant, c'est juste triste. Et en plus, il y a la musique de Christopher Beck, la Close Your Eyes, qui revient, qui... Oh, ça me tabasse cet épisode, je suis ému rien que d'y penser. Franchement, chef-d'œuvre de A à Z. Numéro 11. Love isn't brains, children. It's blood, screaming inside you to work its will. I may be love's, but at least I'm man enough to admit it. Amour contrarié. Je vais pas vous cacher, je suis très fleur bleue. J'aime quand ça parle d'amour. J'aime quand c'est le sujet principal d'une œuvre. Et Amour contrarié, comme le dit son titre, c'est exactement ça. C'est un épisode sur l'amour et surtout ses désillusions.
La désillusion des amours de jeunesse. On a dans cet épisode 2 couples qui cassent. Ou plutôt un couple qui casse et un couple qui tangue sur les récifs. C'est également un épisode sur l'illusion de Angel et Buffy, qui croient encore que leur relation est possible. Et c'est Spike entre tous, qui leur fout la vérité sous les yeux. Et c'est inscrit dans une intrigue qui fonctionne très bien, qui semble peut-être un peu fonctionnelle, mais qui a justement l'adresse de ne pas prendre trop de place pour laisser justement toute la place à ces thèmes, les désillusions amoureuses et Spike qui fait son one-man show. Et vous savez de le meilleur, c'est que Spike se trompe quand même. Il est très doué pour voir les désillusions autour de lui et les pointer, mais il est également aveugle à sa propre désillusion. La fin, quand il dit « Vous savez quoi, je vais retrouver Drusilla et on va agir comme avant ». Et il en paiera le prix en saison 4 et 5. Franchement, une telle nuance, c'est assez merveilleux. Vous savez quoi? Ça manque un peu d'épisode comique. Bah ça tombe bien, le suivant, c'est un épisode comique que j'aime beaucoup. Numéro 10. A campaign is like a war. It's won or lost in the trenches. Although I'm not exactly unpopular, a lot of people came to my welcome home party. But they were killed by zombies. Good point. Le bal de fin d'année. Ah, Homecoming. C'est du rire non-stop. Et je fais pas partie des gens qui disent que le drame et la tragédie sont forcément supérieurs à la comédie. J'ai été en loc à la fin de Un amour de pleine lune ou Akatla, mais j'ai quand même beaucoup aimé me serrer les côtes pendant tout Homecoming. Le concours des Miss qui vire à la guéguerre ridicule, le changement qui aurait pu être un changement tonal un peu abrupt quand Cordelia et Buffy sont piégées dans le labyrinthe. Et en fait non, on continue dans la satire aux petits oignons où elles sont poursuivies par des monstres au QI à un chiffre. Et en plus l'épisode se conclut par la révélation du maire. Homecoming, c'est un antidépresseur de fou. Numéro 9. These will not protect you. Cauchemar. Encore une preuve de l'audace sans borne dont a fait preuve Whedon dans Buffy, l'épisode à la David Lynch. Fallait oser, après un final de feu et de fumée, où il y avait quand même beaucoup plus de fumée que de feu, on termine sur une exploration de la psyché intime des personnages via un voyage onirique. Alors ça aurait pu être juste un concept pour astiquer les méninges, et pas du tout. On en apprend plein sur les personnages, une maîtrise absolument sidérante des symboles, une maîtrise de comment on représente les frustrations, les sidérations, les forces, les espoirs de chaque personnage en une poignée de minutes, avec une réalisation qui semble emmêlée dans de la ouate, une ouate doucereuse, mais faussement douce, parce que bon, il y a quand même la première tueuse qui fait le carnage dans les rêves. Franchement, le côté Freddy, les griffes de la nuit de la première tueuse, ça vaut son pesant. Grâce à la précision de l'écriture et de la réalisation, ça devient juste une petite œuvre d'art à regarder. Cauchemar, Joss Whedon se prend pour David Lynch, et il a eu raison. Numéro 8. Thinking you're saving the world, and in the end, I'm the only one that can save it. By killing us, it's the only way to stop the pain. Toute la peine du monde. Je suis d'accord que techniquement, c'est pas le meilleur final, mais je n'y peux rien. C'est un final où, au centre, il y a Dark Willow. Et Dark Willow, c'est un des meilleurs concepts qu'ait jamais imaginé la série. La personne qui est censée être la plus douce, la plus gentille, on retourne ça et on en fait une créature de vengeance. Et qui pourtant est enracinée dans la persona de Willow. Le degré de virtuosité à atteindre pour que ça marche, je vous dis pas. Je trouve que c'est une exploration terrible de ce que ça peut être si on lâchait notre bride au ça en nous. Si on enlevait le surmoi et que ça y est, on déchaînait l'ombre en nous. C'est un épisode qui nous dit « Tu crois être une bonne personne. Regarde, si les circonstances sont suffisamment fortes, tu peux devenir elle. » Et ça fait peur. On part également d'une cause juste, qui est de venger quelqu'un, de venger son assassinat, et ça aboutit à des actes injustes, comme quand même un meurtre très sadique qui a été fait dans l'épisode précédent, ou tout simplement une poursuite effrénée d'une vengeance vaine. Et puis bien sûr en pinacle, il y a le dialogue entre Willow et Xander. Je pense que c'est ma scène préférée de toute la série. C'est une scène tellement déchirante, c'est une scène qui réaffirme Xander comme le cœur du Scooby Gang, et le seul à pouvoir atteindre Willow, et qui met même sa vie en jeu, quoi.
pour dire « Tu sais quoi, mais je suis prêt à mourir, rien pour que tu redeviennes normal ». Le dialogue où il parle du crayon, enfin, je pleure à chaque fois. Toute la peine du monde prend le truc le plus cliché qui soit, vaincre le mal par l'amour. Et ils le font au premier degré. Et ça réussit. Et rien que ça, ça me met en parfaite admiration. Numéro 7. You pulled a nice trick. You came pretty close to smacking me down. What more do you want? I want you to get out of my face. La fin des temps. Comment faire un final de série? Modèle absolu, Buffy. Vous avez un double épisode. Le premier épisode, c'est « Allez, on fait un recap de cette première saison. » Waouh! Vous vous rendez compte d'où on est parti? Tout ce qu'on a traversé, et pourtant, on est toujours là. Enfin, sauf Tara. On est effrayé, on a envie d'espérer, on ne sait pas si on vaincra, mais on est là, chacun. On se rassemble, on a un temps pour nous tous, et puis prenez aussi un peu de temps chacun de votre côté, comme d'ailleurs une recette que reprendra d'ailleurs le final d'Angel. Prenez un peu de temps aussi de chaque côté, voyez les personnes que vous aimez, discutez avec eux, faites l'amour avec eux, et puis on se donne rendez-vous le lendemain pour la bataille. Et quelle bataille! Pour moi, c'est vraiment une des meilleures structures, une des meilleures recettes pour faire un final de série. Et c'est une recette qu'on trouve également dans d'autres œuvres de fantasy ou fantastique. Vous prenez La Roue du Temps, par exemple. Avant l'immense bataille finale de 400-500 pages, eh bien, les personnages prennent du temps la veille pour se retrouver. Ça peut paraître cliché, mais ça marche toujours. Et quand c'est bien fait, quand vos personnages sont bien, vous enclenchez des torrents d'émotions avant même le début de la bataille finale. Je vais pas vous résumer la bataille finale, c'est épique, c'est déchirant, c'est sanglant, plein d'images cultes en tête, la mort d'Anya, la mort de Spike, Sunnydale détruite, Willow qui enclenche la cite, enfin, c'est rempli à ras-bord de scènes choc cultes. Et voilà, vous voulez écrire un final de fiction épique, le modèle c'est Buffy. Numéro 6. And a little more fun around here. Attaque à Sunnydale. C'est un épisode phare, où on passe de Buffy est une très bonne série ado à Buffy va changer le game. Il y a certaines séries qui ont cet épisode clé. Pour, je sais pas, pour Alias, c'est Phase 1, pour Game of Thrones, c'est Baelor, avec la décapitation qu'on sait. Avec X-Files, c'est The Erlenmeyer Flask, le final de la saison 1. Ce sont des épisodes qui disent « on brûle nos vaisseaux ». On va au-delà de la bulle de confort et on explore un truc totalement ou presque inexploré. Ça va faire peur. On va se viander parfois, mais le résultat en vaudra la peine. Parce qu'on va faire des trucs de bordel de taré ensuite. Attaque à Sunnydale, c'est ça. Spike et Drusilla, c'est ça qui va élever la série à des hautes sphères. On va apporter l'ambiguïté morale. On va apporter le fun. Ça va finaliser le triomphe de la modernité sur la tradition, notamment quand Spike tue le juste des justes, qui était plus ou moins un héritage du maître, l'incarnation de la tradition. Et Spike, c'est un méchant excellent, qui met vraiment en danger tout le Scooby Gang et même toute l'école de Sunnydale. Avec Spike, la série peut explorer de nouvelles possibilités narratives, psychologiques, de personnages, de lore. C'est un épisode fondamental pour comprendre comment Buffy a fait sa mue, comme une mue adolescente. Je vais mentionner quelques épisodes qui sont très aimés des fans, mais que je n'ai pas mis personnellement dans mon classement pour différentes raisons. Déjà, vous devez savoir, j'adore la série Angel. J'adore le personnage d'Angel dans Angel, mais pas dans Buffy. Dans les 3 premières saisons, je trouvais qu'Angel détonnait. Angel apportait avec lui une sorte de dolorisme, une sorte de culpabilité, une sorte « je suis écrasé par le poids de mon passé », qui, je trouve, était un peu dérangeant dans Buffy, dans le sens où ça se mariait pas vraiment avec l'élan, l'optimisme qu'apportaient les jeunes personnages. J'ai les jeunes personnages, mais j'inclus Giles dedans. Et je trouvais qu'Angel n'était pas assez creusé dans les 3 premières saisons, qu'il était surtout là en tant que love interest de Buffy. Les épisodes qui sont centrés sur lui, notamment Angel, la soirée de Sadie Hawkins et le double épisode Surprise Innocence, ne comptent pas parmi mes préférés. Pour Surprise Innocence, en fait j'aime beaucoup la première partie, Surprise, et puis la deuxième partie, une fois révélé le twist d'Angel, j'ai trouvé l'épisode beaucoup moins intéressant, se focalisant un peu trop sur la storyline du juge, et lorsque Buffy confronte enfin son ancien amant, mais qui n'est
plus vraiment là, qui a été remplacé par Angelus. You can't do it. That was a bit anticlimactic. Qu'est-ce que je raconte? Non, il y en a un autre, Le Soleil de Noël. Également un excellent épisode, pour le coup un des rares à vraiment bien se focaliser sur la culpabilité d'Angel. Voilà, c'est juste, il y a un top 20, je peux pas le mettre. Il y a d'autres épisodes que les fans aiment beaucoup, que je n'ai pas mis dans mon top simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place dans un top 20. Le Zéro Pointé, La Faille et Meilleure Vue de Cordelia. J'aime beaucoup le Zéro Pointé et La Faille, ça fait partie de mes épisodes préférés, c'est juste, ils se sont pas frayés un chemin dans le top. Meilleure Vue de Cordelia, j'ai des sentiments très mitigés. Je trouve que c'est une brillante exploration des univers parallèles, et j'ai trouvé que l'histoire, malgré tout, était un peu insuffisante. Donc ces trois-là, je les apprécie, ils sont juste pas dans mon top. Il y a 2 épisodes de la saison 3 que les fans aiment beaucoup, qui sont Effet Chocolat et Voix Intérieure. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que la saison 3 n'a aucun mauvais épisode, c'est juste peut-être que je les trouve un peu surestimés. Effet Chocolat, le concept est très bon, et je trouve que la comédie qui en résulte est un peu inégale. Voix Intérieure, c'est vraiment là où je suis le moins d'accord avec les fans, je trouve que c'était une exploration extrêmement paresseuse du concept de départ. Cette course au tueur planquée dans Sunnydale m'a un peu laissé de glace. Grosse polémique, j'aime bien le final de la saison 5, l'Apocalypse, mais il fait pas non plus partie de mes préférés. Ça aurait dû être un double épisode. Une première moitié d'épisode consacrée à une sorte de bilan, de recap, et le deuxième épisode où vraiment on se frite. Hein, on bataille contre Gloria. Et c'est précisément le schéma que choisira le final de la série, Chosen. Pour l'Apocalypse, j'ai trouvé que tout était concentré sur un seul épisode. La première moitié était limite humoristique, plein de répliques comiques, mais du coup ça casse un petit peu le côté introspectif. Et puis après, t'as une bataille finale qui est bien, mais qui, je trouve, détonne assez sèchement avec ce qui a précédé. Même si, bon, oui, comme vous, je pleure à la fin de l'épisode. Un des plus gros traumatismes que m'a foutu une série. Numéro 5. A demon! A demon! Not a demon, it's a car. What does it want? Halloween. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Pour moi, un bon épisode, c'est un épisode qui prend un concept et qui l'exploite au maximum. Halloween, c'est typiquement le modèle de comment tu exploites efficacement un concept. On porte des costumes d'Halloween et on devient nos propres costumes. Avec bien sûr quelques twists. Vu que Buffy a eu la bonne idée de se déguiser en princesse, la voilà en princesse sans défense. Tiens, Xander, d'habitude le mec est un peu inutile dans l'action. Ah tiens, il s'est déguisé en soldat, et bien le voilà avec les capacités d'un soldat. Ça permet également une entrée, hélas éphémère, mais massive de Ethan, un excellent méchant, plus chaotique que diabolique. Halloween, on peut peut-être penser que c'est juste du fun pur. Mais est-ce que vous savez à quel point c'est difficile de faire du fun pur ? 45 minutes gonflées à bloc, plein d'action, d'humour et de rebondissements. C'est un épisode qui m'est cher, je suis content de le mettre dans une position que certains d'entre vous devraient peut-être trouver un peu trop élevée, mais voilà, pour moi, il mérite bien sa 5e place. Numéro 4. He doesn't have to say. I know what his heart wants. I know what your face wants. Un charme déroutant. Je vous ai dit, les épisodes comiques, ils ne sont pas moins bons que les épisodes dramatiques. Et pour moi, c'est juste l'épisode le plus drôle de la série. Xander qui veut reconquérir Cordelia en la manipulant par un sortilège. Et le retour de Flamme est juste hilarant. Le côté hilarant vient en même temps qu'une tension assez dangereuse. C'est que chaque scène nous fait rire et nous met un peu et nous rive au siège en même temps. Parce que, ouais, c'est très drôle de voir toutes les meufs se jeter sur Xander, mais c'est inquiétant aussi. C'est quand même très angoissant, et le crescendo d'angoisse est super bien dosé. Pour moi, c'est un épisode qui prend presque la recette de South Park. On prend une situation qui n'a pas l'air d'avoir trop de conséquences, voilà, Cordelia rompt avec Xander à cause de la pression sociale, et à partir de là, il y a un enchaînement complètement délirant qui aboutit à une crise totale au sein de Sunnydale. C'est une recette à la South Park, vous savez, on part d'un truc à la con, et puis ça devient ensuite une affaire d'État, voire une affaire mondiale. J'aime ce genre de scénario. Ça fait aussi franchir un pas pour Xander et Cordelia. Xander abandonne une partie du côté toxique qu'il pouvait avoir. Cordelia est un peu plus mitigée, elle réaffirme finalement son lien avec Xander, mais tout en l'humiliant quand même juste après. Ça a été un mélange de drôlerie et d'intensité mêlés à des niveaux assez déments. Numéro 3. All
those hearts lay open that must sting. Some customers just like I'm busting. Que le spectacle commence. Encore aujourd'hui, ça reste, je pense, l'épisode de série télé musicale le plus réussi qui soit. Que ce soit le talent dans les paroles et dans la musique de Whedon, la réalisation très virtuose qui rappelle, vous savez, les longues séquences, les longs plans de comédie musicale, le côté élaboré des chorégraphies, et c'est juste 45 minutes de trésor. Alors j'ai peut-être quelques réserves sur le dernier acte où je trouve la musique un peu moins inspirée, mais là c'est très personnel. Que le spectacle commence, c'est un régal musical et visuel. Et c'est pas fréquent dans une série qu'on puisse avoir un régal visuel. Quand vous êtes réalisateur dans une série, vous n'avez généralement pas beaucoup de temps pour réaliser. La plupart du temps, les séries ont des réalisations fonctionnelles. Cet épisode-là, on a tout sauf une réa fonctionnelle. C'est fluide, c'est sublime. Et puis bien sûr, c'est un épisode qui fait avancer toutes les storylines de la saison 6 à pas de géant, pas seulement le début de la relation entre Spike et Buffy, c'est vraiment la révélation de Buffy qui a été arrachée du paradis, Xander et Anya qui commencent à ne plus pouvoir cacher les premières failles dans leur couple, c'est Tara qui se rend compte que Willow est en train de complètement dévisser, c'est Giles qui se rend compte que finalement il n'est peut-être plus pertinent pour Buffy. C'est un épisode qui est formellement brillant, et sur le fond, le fan est complètement chamboulé par cette avancée à pas de géant des histoires et des personnages. Cet épisode, c'est un miracle. Numéro 2. Mom? Mommy? Orpheline. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur cet épisode qui est une sorte de symphonie funèbre en 3 mouvements? Le premier mouvement, la découverte de la mort, du corps, The Body, le titre de l'épisode, le vide glacial que ça entraîne chez les proches du mort, sans musique, dans un semi-plan séquence, quasi en temps réel, c'est déchirant. Un deuxième mouvement, qui est une sorte peut-être de concerto multiple, où chaque personnage exprime ses ressentis sur la mort de Joyce. Chaque réaction sonne juste. La colère, la révolte, le chagrin, le marchandage, les étapes traditionnelles du deuil. On sous-estime un peu l'importance de Tara dedans. Tara, c'est celle qui semble prendre le mieux la mort de Joyce, mais on la voit qui est là pour soutenir tous les autres. J'ai l'impression que sans elle, sans Tara, tout le Scooby se serait écroulé. Pour une fois, c'est pas Xander, qui lui-même choisit plutôt la colère, hein, la scène du coup de poing dans le mur. Et puis il y a ce troisième mouvement, qui est peut-être un petit peu plus faible que les deux précédents, mais c'est juste, voilà, le temps qui s'écoule lentement. On accepte peu à peu la présence de la mort. J'ai quelques réserves sur l'attaque finale du vampire qui détache un peu de l'épisode. J'ai rarement vu une aussi belle et une aussi terrible description du deuil que The Body. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a que l'épisode All Alone, qui est un des derniers épisodes de Six Feet Under, où on voit la famille Fisher face au deuil dans leur propre famille. Il n'y a que cet épisode-là où j'ai trouvé un pouvoir aussi dévastateur qu'Orpheline. Il y a eu plein d'épisodes sur le deuil, plein de films sur le deuil qui ont été faits, et peu ont atteint la perfection d'Orpheline. Et enfin, je vais vous citer mon épisode préféré, certains d'entre vous le connaissent déjà. Numéro 1. Passion rules us all, and we obey. What other choice do we have? La boule de Tessula. C'est un épisode où on est du point de vue du mal absolu d'Angelus. C'est lui qui nous trouble avec ses dialogues, ses pensées, ses actes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Passion, c'est que ça va à rebours aussi de ce qu'on pense du mal. On voit souvent le mal comme quelque chose de destructeur, ou qui n'est capable que de créer des versions tordues du bien. Ça, c'est très Tolkien, ça, par exemple. Mais voilà, Whedon et David Tyron King, ce ne sont pas Tolkien. Ce sont des personnes existentialistes qui ont d'autres visions du bien et du mal. Il y a une version qui est absolument prodigieuse. Dans Passion, dans La boule de Tessula, le bien est destructeur et le mal créé. Angelus crée une sorte d'art du mal, notamment avec Jenny. Et face à ça, la réaction, c'est de lutter contre lui, c'est de vouloir le détruire. Le mal qui crée, le bien qui détruit. C'est absolument vertigineux comme inversion, et pourtant ça fonctionne dans cet épisode. Et voilà, je crois que j'avais dit un jour que Patience, c'est la visite d'un musée du mal, avec Angelus en guide, et où la pièce maîtresse, c'est la mort de Jenny. Je ne démords pas de ça. Patience a été le plus
troublant, le plus terrible des épisodes de Buffy contre les vampires. Je le défendrai comme mon épisode préféré, mais toute ma vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon top, quels sont vos épisodes préférés, comme ça qu'on puisse en parler. Et dans tous les cas, on se dit à bientôt. Merci et salut!